18h. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes politologue, vous avez notamment dirigé le Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, et j'ai le grand plaisir de vous recevoir à l'occasion de la parution aux éditions Odile Jacob de votre nouveau livre intitulé Le goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République, un ouvrage récompensé tout récemment par le prix du livre politique et dans lequel vous revenez sur votre parcours familial et professionnel, sur vos origines, vos premiers attachements politiques et sur les objets d'analyse auxquels vous avez consacré votre vie de chercheur puis d'enseignant. Vous êtes ainsi l'un des pionniers de l'analyse scientifique de la percée du Front National à partir du milieu des années 80. Vous confiez que votre mémoire personnelle est davantage rythmée par des références électorales que personnelles, comme si, pour le dire autrement, que la politique relevait pour vous du ressort de l'intime. Vous êtes très français en ce sens. Oui, très, très français, mais aussi très caractéristique de ces enfants qui sont nés dans les années 50, et qui avaient comme parents des parents qui avaient connu le drame de la Seconde Guerre mondiale, toutes les fractures de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on parlait beaucoup de politique à la maison, même quand j'étais tout petit. On parlait, parce que même lorsqu'on n'était pas très politisé, les gens de la génération de mon père ou de ma mère, bien la politique était venue à eux et à elles dans les conditions parfois tragiques. On ne pouvait pas être dépolitisé à l'époque. On ne pouvait pas être dépolitisé à l'époque. On parlait de politique vraiment tous les jours. On parlait beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, des drames de la Seconde Guerre mondiale. Ma mère, qui était née en Alsace-Lorraine, comme moi, était devenue allemande pendant la guerre. Vous vous rendez compte du traumatisme. Elle avait perdu sa nationalité. Elle avait été passer son bac au fin fond de l'Allemagne nazie. Et elle était envoyée, comme beaucoup de jeunes Alsaciens-Lorrains, dans lesquels les Allemands n'avaient pas confiance. Elle avait été envoyée dans une famille allemande. Et elle avait 16 ans, 17 ans, pour être nazifiée. C'était ça l'ambition tout de même. Donc ça avait laissé des traces et on en parlait énormément à la maison. Et en 58, voilà, j'ai 8 ans et c'est le début de la Ve République. Donc quelque part, cette appétence familiale pour la politique va trouver une résonance dans le collectif, dans ce qui se passe en France en 1958 avec la naissance de la Ve République. Et c'est là où l'histoire personnelle commence à se tisser avec l'histoire collective. Et vous êtes très marqué par la figure du général de Gaulle que vous rencontrez tout jeune donc à côté de votre père à Tours, père qui est un fervent admirateur du fondateur de la Ve République. Vous êtes attentif plus tard à la modernité de Jacques Chaban-Delmas, puis au charisme de François Mitterrand, de sa hauteur de vue, même si vous quittez rapidement le champ militant. Est-ce que vous êtes aujourd'hui parfois lassé par une certaine médiocrité du débat public, par son affaissement, par le manque de vision peut-être aussi ? Non, bien sûr, et en cela, je ne suis pas original. Je partage le sentiment de lassitude que ressentent beaucoup de Français vis-à-vis du spectacle que donne la vie politique. Regardons, par exemple, le spectacle que donne nombre de forces politiques à l'occasion des élections européennes. C'est parfois tout à fait affligeant. Cette incapacité, en particulier, à parler du sujet. Le sujet, c'est tout de même élire un Parlement européen dans une Europe menacée par la guerre en Ukraine, dans une Europe menacée par la remise en cause de sa culture, de ses valeurs, des grands principes qui nous rassemblent entre peuples européens. Et il y a là quelque chose d'assez affligeant. Et au fond, je regarde avec une certaine nostalgie, oui, les années 60 et les années 70 dans lesquelles il y avait à gauche et à droite, oui, c'est pas une question de gauche et de droite, il y avait tout de même des figures de la politique qui était davantage à la hauteur des grands enjeux collectifs. Ça tenait peut-être au fait que des hommes comme De Gaulle, comme Giscard, comme Mitterrand étaient des hommes qui avaient connu le tragique de la Seconde Guerre mondiale et qui donc savaient se hisser dans des circonstances tragiques, et nous y sommes à nouveau aujourd'hui, savaient se hisser à la hauteur des enjeux. Je le disais en ouverture, vous commencez à travailler à partir du milieu des années 80 sur la montée de l'extrême droite, à partir des européennes de 1984. Vous avez suivi toutes les phases de son évolution jusqu'à sa notabilisation actuelle, notamment à l'Assemblée nationale. Est-ce que le résultat des européennes de juin aura des conséquences, selon vous, sur la présidentielle de 2027 ? Est-ce qu'on pourra proposer une lecture nationale de ce scrutin ?
On pourra proposer une lecture nationale. Ça ne veut pas dire que la prochaine présidentielle sera la réplique, bien sûr, des élections européennes. Les élections européennes, c'est des élections à un tour, c'est des élections à la proportionnelle, c'est des élections au scrutin de liste. Ça n'a rien à voir, en effet, avec une présidentielle. Mais une fois qu'on a dit cela, on s'aperçoit au fond que depuis les années 2010, il y a une poussée régulière, quel que soit le type d'élection, une poussée régulière et extrêmement forte du Rassemblement national qui fait qu'aujourd'hui, c'est la première force politique française. Et aujourd'hui, les sondages montrent que même l'avance maintenant, prise par le Rassemblement national sur les autres mouvements, et en particulier la majorité, les grands partis de gauche, etc., est devenue gigantesque. C'est plus de 10 points. La liste emmenée par Jordan Bardella semble écraser même le match. Ça laissera des traces dans les années qui viennent et pour le prochain scrutin présidentiel. Et est-ce que le duel télévisé la semaine prochaine entre Gabriel Attal, le Premier ministre, et Jordan Bardella va être, de ce point de vue-là, un moment important ? Oui, parce que ça marque un changement de génération. On voit bien qu'il y a besoin, d'ailleurs, dans la politique, d'un changement de génération, et que là, on ne peut pas laisser au Rassemblement national le monopole de la jeunesse. Et Gabriel Attal, en acceptant cette confrontation avec Jordan Bardella, montre qu'aucune force politique en France ne peut monopoliser la jeunesse à son seul profit. Vous écrivez, Pascal Perrineau, que l'extrême droite a toujours attiré des tempéraments autoritaires. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, il y a certainement, si vous voulez, quand on est dans une situation de crise de la démocratie représentative, qu'il y a une certaine lassitude, j'en parlais même pour moi, vis-à-vis du spectacle politique, eh bien on peut ou bien se retirer, c'est le mouvement d'abstentionniste phénoménal auquel on assiste, vous verrez, le 9 juin, ça sera la même chose, un Français sur deux à peu près s'abstiendra, et chez les jeunes, aujourd'hui, c'est 70% des jeunes qui prévoient de s'abstenir aux abstentions européennes. Donc, ou bien on peut se retirer, ou bien on peut rêver d'autre chose. Et si on rêve d'autre chose que de la paisible démocratie représentative, eh bien on rêve de régime autoritaire. Et on voit bien qu'il y a une pulsion autoritaire, en particulier auprès des extrêmes, que ce soit l'extrême gauche. On voit bien comment la France insoumise n'a comme modèle à peu près que des dictatures. Quand elle parle du Venezuela, quand elle parle, tout de même il n'y a pas très longtemps, elle parlait de sa fascination pour Poutine. Donc on le voit bien. Et du côté du Rassemblement national, on rêve d'une république pure et dure et d'un régime qui accentuerait le côté vertical, le côté autoritaire. Et on le voit bien dans le projet du Rassemblement national, il y a même la volonté de supprimer pas mal de contrepoids au pouvoir politique et au pouvoir présidentiel. Tout cela montre, oui, qu'au cœur des démocraties, il y a environ 30% des gens qui rêvent d'autre chose et qui rêvent de régime autoritaire. Est-ce que vous avez vu la série de Canal+, La Fièvre ? Oui, je l'ai vu en effet. Et bon, je ne suis pas un passionné du monde du football. Alors le football est extrêmement présent, mais comment dire, c'est une série qui saisit remarquablement l'air du temps et les fractures du temps et l'effet aussi délétère de cette information horizontale liée au réseau. Diriez-vous qu'une forme de déni a trop longtemps touché une partie de la classe politique et peut-être aussi du monde universitaire sur certaines des causes de la percée du FN puis du RN, qu'il s'agisse de l'augmentation de la pression migratoire ou de l'insécurité ? Bien sûr. Il y a, un politiquement correct qui s'est imposé dans une partie des médias, dans une partie du monde intellectuel et même dans une partie de l'opinion. Et pendant de longues années, il y a même eu un refus de voir les ressorts profonds qui pouvaient nourrir les inquiétudes d'une partie de Français qui ne sont pas des fascistes, vous voyez, qui ne sont pas des nazis, qui ont simplement des préoccupations vis-à-vis, en effet, de la pression migratoire, vis-à-vis de la dégradation des mœurs dans la société. Et la force de Marine Le Pen, c'est d'avoir été le symptôme de toutes ces inquiétudes et d'en avoir fait une force politique. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à ce qui se passe depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis le 7 octobre, à vrai dire, à Sciences Po. Votre maison, c'est comme ça que vous l'appelez dans le livre, antisémitisme, antisionisme radical, blocage, polémique. Quels sont les ressorts de cette crise ? Alors en effet, j'ai été d'abord surpris en deux temps. D'abord à la suite du pogrom
du 7 octobre et de la violence phénoménale de ce pogrom, j'ai été surpris qu'il n'y avait pas de véritable mobilisation en milieu étudiant. Il y a eu une réaction, on l'a vu avec le défilé dans la rue derrière Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, mais enfin, en milieu étudiant, il n'y a pas eu de réelle émotion débouchant sur une mobilisation étudiante pour dénoncer la violence de ce pogrom. Donc ça a été ma première surprise. Ma deuxième surprise est venue quand j'ai vu, en effet, cette mobilisation pro-palestinienne se développer, et là, en revanche, trouver un écho. Et là, je me suis dit, il y a une indignation sélective. Il y a une indignation sélective, presque peu ou pas d'indignation pour les victimes israéliennes du 7 octobre et une sensibilité extrême aux victimes palestiniennes dans la riposte qui était inévitable de Tsahal à la suite de l'agression du 7 octobre. Et ça, c'est lié au très fort soutien des étudiants de Sciences Po à Jean-Luc Mélenchon? Alors, c'est lié. Alors, il faut d'abord dire, nous avons 15 000 étudiants. Ceux qui sont activistes véritablement sur ce terrain, le fameux comité Palestine, ça mobilise au maximum 200 étudiants. Donc il faut ramener ça à sa juste proportion. Les médias s'en sont emparés, à juste titre. Mais enfin, c'est pas tous les étudiants de Sciences Po. Ce sont, comme d'habitude, des minorités activistes. Mais qui trouvent parfois un écho au-delà de ce noyau de 100 à 200 étudiants, et un écho en particulier dans des médias qui parfois sont extrêmement complaisants avec ce type de mobilisation. Alors, c'est la traduction de quoi? C'est la traduction d'abord de jeunes étudiants qui sont à la recherche d'une figure victimaire. Et on le sait, depuis de nombreuses années, le palestinien a remplacé le prolétaire dans une certaine culture de la gauche. Le prolétaire n'est plus la figure qui mobilise les ardeurs de justice d'une partie de la gauche et de la gauche radicale. C'est de plus en plus le palestinien. C'est devenu la figure victimaire par excellence. Et ces étudiants qui se sont promenés pendant des semaines, je les voyais en bas de mon bureau, avec des kéfiers, étaient tout à fait symptomatiques. Il y avait un phénomène d'empathie et de sympathie vis-à-vis de cette figure. D'identification, mais bien sûr. Alors, il y a une certaine partie des étudiants, en effet, qui peuvent être aussi des Français musulmans. Et on sait, dans la population des Français musulmans, que la proximité vis-à-vis de la Palestine est forte, que les mobilisations sont aisées, et qu'il y a aussi, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, il y a une forme d'antisémitisme presque coutumier, quotidien dans une partie importante de cette population qui a redonné un second souffle à l'antisémitisme. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous rajoutez à cela l'influence d'étudiants, nous avons un étudiant sur deux qui est étranger. Vous rajoutez à cela l'influence d'étudiants, en particulier qui viennent des systèmes universitaires britanniques, canadiens ou américains, dans lequel le wokisme est extrêmement important, l'attrait pour toutes les minorités, quelles qu'elles soient, eh bien, vous comprenez mieux ce qui se passe. Et il y a eu on ne s'en est pas rendu compte au début. Il y a eu quelque chose de très pervers. C'est la transformation de l'État d'Israël, qui est tout de même la seule démocratie de la région, de l'État d'Israël dans un État dit génocidaire, blanc. La figure juive est passée du statut de dominé au statut archétypal de dominant. Et maintenant, on ne parle plus d'Israël qu'en ces termes. Et ça, c'est pour Israël, pour le devenir d'Israël, c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir et lutter dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup, Pascal Perrineau, d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pourriez, en une phrase, candidater à la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques? Non. D'abord, c'est la direction de Sciences Po. J'avais essayé d'être candidat à la présidence, ça n'avait pas été une réussite. On m'avait expliqué déjà le wokisme était en marche. On m'avait expliqué que j'étais pas une femme, c'est une réalité, et que donc je n'avais aucune chance d'être président de la Fondation nationale des sciences politiques. Donc je ne remettrai pas le couvert une deuxième fois. C'est bien dommage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter votre nouveau livre, Le goût de la politique, dont je conseille vivement la lecture à nos auditeurs. C'est publié aux éditions Odile Jacob. À très bientôt sur Radio J. Ça sera au micro de Christophe Barbier. Merci à vous. Bon après-midi.